Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de votre aimable fidélité à cette émission Un œil sur l'actualité. Cette émission qui nous amène au cœur de ce qui fait l'actualité sur le plan national et parfois international. Et cette semaine, en première partie de cette émission, nous allons nous intéresser essentiellement à l'adoption en Conseil des ministres du statut de l'opposition qui consacre, il faut le dire plus généralement, le chef de file de l'opposition. Vous le savez très bien que ce statut fait aujourd'hui débat, surtout que c'est la personne de Jean-Pierre Fabre que tout le monde regarde. Certains lui dénient. Cela, nous comprendrons ce qu'il en retourne avec son conseiller qui est également secrétaire national à la communication, M. Éric Dupuis. Bonjour. Bonjour, M. Niaoui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous savez que c'est toujours avec plaisir que je viens à votre émission. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander, à l'orée de... Enfin, nous sommes en janvier, tout le monde sait qu'en janvier, c'est traditionnellement les vœux. Quels sont, vous, au niveau de l'ANC, et vous particulièrement, les vœux que vous avez à l'endroit du peuple togolais? Je crois que le président national l'a exprimé à la veille du 31 janvier. Il a souhaité beaucoup de courage et beaucoup de foi aux populations togolaises. Il a souhaité également que cette année 2016 nous amène vers la mise en œuvre des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales prévues par l'accord politique global signé depuis 2006. Il a également appelé les populations à se mobiliser pour que cette année soit également une année d'élection, celle des locales. Puis il a souhaité que l'amélioration de la vie quotidienne des populations togolaises s'opère cette année, parce que vous savez, au Togo, nos populations ont beaucoup de mal à vivre. Avant-hier, je le disais encore sur le site RFI, que une grande partie de nos populations pendant toute l'année 2015, s'est abstenu d'aller vers les centres médicaux ou dans les hôpitaux, faute de moyens financiers. C'est d'une tristesse absolue. Et nous savons également qu'une très large partie de notre population n'arrive pas à joindre le debout et que tous les jours, c'est avec difficulté que certains font un repas, voire deux par jour. Nous savons également que nombreux sont les Togolais qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à une formation digne de ce nom. Donc tout ça, nous souhaitons vivement, le président national a dit, souhaite vivement que cette année puisse permettre de résoudre certains de ces problèmes. Merci beaucoup. Je rappelle qu'en seconde partie de cette émission, nous allons parler du Centre pour les droits civils et politiques et je serai rejoint par André Yafanou et Patrick Mutzenberg. Alors, voilà les vœux que vous avez pour le peuple togolais. Au niveau de l'ANC, d'abord, on va s'intéresser un peu au parti. Il y a eu la période 2015 qui est passée, qui a été une période électorale et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti a le vent en poupe, se porte très bien? Ben oui, le parti se porte très bien. Vous savez, en politique, quand on choisit de faire de la politique, et plus spécifiquement au Togo, c'est un don de soi. C'est un don de soi. C'est parce qu'on a choisi de se mettre au service des populations qu'on choisit de faire de la politique. On ne fait pas de la politique pour s'enrichir, pour son bien-être, pour des biens matériels. Non. C'est parce qu'on a une idée, on a une ambition pour son pays, et que par le travail, par la lutte qu'on mène, on veut opérer une transformation dans l'intérêt des populations. Et je crois que l'ANC, depuis toujours, depuis sa création, cela fait 5 ans, se bat pour cela. Et chaque année, nous parcourons des kilomètres à travers le pays. Je vous disais, lors de notre dernier entretien, que le président national, Jean-Pierre Fabre, a parcouru en 2015 plus de 300 cantons et villages pour pouvoir parler aux populations, sans compter les nombreux meetings qu'on a fait par-ci, par-là. Ça, c'est le travail quotidien d'un parti politique. Et nous continuons à mener ce travail-là. Je vous annonce déjà que de 70 fédérations que nous avions, nous sommes passés à 89. 89 fédérations. 89 fédérations, parce que le souci permanent du président Jean-Pierre Fabre, c'est d'apporter à chaque Togolaise et Togolais l'accès
de l'information que véhicule l'ANC. Dans certaines préfectures trop vastes, nous avons créé 4, 5, 6 fédérations pour permettre à nos cadres de pouvoir aller de village en village, rencontrer les sections, les sous-sections, pour pouvoir expliquer la politique de l'ANC, pour pouvoir expliquer pourquoi il faut des réformes, pourquoi il faut l'alternance politique, pourquoi il faut un état de droit dans notre pays. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et l'ANC, sans relâche, se bat pour que cela soit le quotidien de tous les membres de l'ANC. Ça veut dire que pour cette année 2016, on peut aisément comprendre que dans vos projets, c'est de continuer par vous étendre, c'est de continuer cette proximité avec les populations. Ah, bien sûr, bien sûr. Depuis le début de l'année, on a ajouté 19 fédérations à nos fédérations. Ah, ça, vous l'avez fait depuis le début de l'année? Oui, depuis le début de l'année. Cela implique... C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique cette facilité que vous avez à vous implanter? Mais tous les Togolais connaissent l'ANC, tous les Togolais connaissent Jean-Pierre Fabre, parce qu'il n'a pas arrêté de sillonner ce pays. Partout où il passe, les gens lui disent « Ah, il faut créer une sous-section chez nous, il faut créer une section chez nous ». Nous avions déjà, dans chaque préfecture, suffisamment de fédérations, et dans chaque canton, au moins une section, et dans les villages, des sous-sections. Mais notre souci, le souci de Jean-Pierre Fabre, c'est que, vous savez, quand vous êtes responsable d'une fédération, vous êtes parfois obligé de parcourir des kilomètres pour avoir accès à vos sections, à vos sous-sections. L'idée maîtresse de Jean-Pierre Fabre, c'est de mettre partout des présidents fédéraux, des structures fédérales qui permettent d'être le plus proche possible des cantons et des villages. Donc nous continuons à multiplier. Ce ne sont pas des difficultés. La difficulté réside surtout à gérer, à pouvoir gérer tout cela. Cela implique une structure très importante. Nous avons au sein de notre parti ce que nous appelons la direction ou la présidence de l'implantation, qui est composée de plusieurs personnes, des gens très dévoués, qui sont régulièrement à travers le pays, qui vont à la rencontre de nos populations pour voir comment fonctionnent les fédérations, comment fonctionnent les sections, comment fonctionnent les sous-sections. Cela implique non seulement des besoins en hommes et en femmes, mais également des besoins financiers énormes. Alors, ce que vous dites, c'est quand même un peu le contraire de ce que certains perçoivent. Ils disent que depuis la dernière présidentielle, les gens se sont un peu désolidarisés de la chose politique et que le message ne passe plus. Oui, mais parce que ces personnes ne font pas de la politique. Quand vous restez à Lomé et que votre seule campagne, votre seul meeting se réduit à vos passages sur les radios, à mon avis, ce n'est pas de la politique. Et donc, ça, tout cela, toutes vos actions la politique, c'est le terrain. C'est le terrain. Bien sûr, vous concourez à notre capacité à diffuser les informations, à parler à nos populations. Mais la base même, dans un pays où le système de l'information est très réduit, le plus important, c'est d'aller vers les populations, leur parler. Effectivement, M. Fabre ne peut pas prendre sa voiture tous les jours, faire les tournées, aller rencontrer toutes les populations. C'est pour ça qu'il faut des relais de l'information. Il faut des démembrements du bureau national que nous appelons des fédérations, des sections et des sous-sections. On comprend aussi qu'au niveau, comme tout homme le fait, à chaque début d'année, ce serait pratiquement la même chose pour tous les partis politiques. On fait le bilan de ce qui a été fait et on fait des projections. Est-ce que 2015, vous avez rencontré des difficultés que vous allez essayer de corriger pour mieux avancer? Vous savez, tout le monde rencontre des difficultés. L'une des difficultés que nous avons rencontrées, c'est que nous n'avons pas suffisamment de fédérations pour pouvoir atteindre toutes les populations togolaises. Et immédiatement, nous avons mis en place 19 de plus. Mais les réflexions continuent. Les réflexions continuent pour affiner nos activités sur le terrain. Il faut savoir que l'ANC est un parti politique qui travaille à plein temps. Ça, c'est une notion qu'il faut bien garder en mémoire. C'est un parti qui travaille à plein temps. Tous les lundis après-midi, il y a bureau national. Tous les jeudis, il y a comité politique. Tous les lundis matin, il y a réunion de la commission chargée de la communication. Et tous les jours, il y a une activité. Nous avons des secrétariats nationaux à la santé,
à l'éducation supérieure, aux affaires étrangères. Tout ça, toutes ces structures fonctionnent tous les jours de la semaine. Ça, c'est un parti qui est actif. C'est un parti qui n'est pas là en temps partiel, qui n'est pas là seulement au moment des élections. Ce n'est pas un parti qui se contente de ses passages sur les médias pour faire sa politique. C'est un parti qui travaille sur le terrain et qui s'organise tous les jours. Et nous ne sommes pas des salariés, nous sommes des bénévoles. Nous travaillons pour ce pays. Nous travaillons de manière totalement désintéressée pour qu'il y ait la démocratie, pour que l'état de droit soit édifié dans ce pays, pour que l'alternance politique soit une règle dans ce pays. Merci Éric Dupuis pour ces mots d'introduction. On va en venir maintenant à ce qui fait débat, c'est-à-dire le décret qui a été pris en Conseil des ministres le lundi dernier à Accra, des reportant statut de l'opposition. Première question avant de suivre le reportage. Première question, quelle est votre réaction par rapport à cela? Moi, je crois que je me suis exprimé. Je ne sais pas si je me suis exprimé sur votre télévision. Vous savez que la loi a été votée depuis le 13 juin 2013. Je me rappelle, nous étions en campagne pour les législatives de 2013 en ce moment-là. Et je vous rappelle également qu'en ce moment, 9 de nos députés ont été chassés de l'Assemblée nationale et qu'il ne restait que quelques députés à l'Assemblée et que nous n'avons pas pris part à ce vote. Certaines personnes ont voté et nous savons que le RPT UNIR et l'UFC ont voté pour cette loi. Moi, j'ai pris connaissance de cette loi bien après. Et je vous fais remarquer que quand la loi a été votée, il n'y a pas eu de tollé en ce qui concerne cette loi. Personne n'en a parlé. C'est seulement au lendemain des législatives de 2013 que, voyant que la personne qui arrive en deuxième position, malgré les fraudes, malgré un découpage inique, c'est Jean-Pierre Fabre. À partir de ce moment-là, on a commencé à critiquer la loi, à commencer à essayer d'expliquer pourquoi telle personne ne peut pas faire ceci, telle personne ne peut pas faire cela. Je dis qu'une loi, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle doit être impersonnelle et de portée générale. C'est-à-dire qu'elle doit être applicable pour tous. De la même manière. En l'espèce, elle est bonne. Je n'ai pas dit cela. Nous l'avons critiqué, notamment en son article 2 et 3, qui donne une définition erronée à l'opposition. Il ne suffit pas de vous lever le matin pour dire je suis de l'opposition, pour être de l'opposition. Il faut poser des actes qui font que les populations vous reconnaissent comme opposant. L'article 2 dit qu'il suffit de faire une déclaration pour être opposant. Nous l'avons critiqué. Et nous continuons à dire que ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nous avons dans ce qu'on appelle l'opposition togolaise, des gens qui n'ont jamais été opposants, qui ont fait toute leur carrière dans RPT UNIR et qui, depuis 2010-2012, découvrent les vertus de l'opposition. Et aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour les chantres de l'opposition. Ça, ce n'est pas bon. Il faut savoir ce qu'on fait. Pendant ce temps-là, des gens ont consacré toute leur vie à se battre pour l'alternance. Oui, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'arriver à la dernière minute qu'il ne serait pas forcément de l'opposition. Monsieur Niaoui, vous faites votre travail, vous prouvez que vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas de leçon à donner à ceux qui le font déjà avant vous. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, quand on est dans l'opposition, on n'est pas là pour se battre contre ses compères ou ses pairs de l'opposition. On est là, l'opposition, elle est faite pour se battre contre le gouvernement en place. C'est-à-dire se battre contre la gouvernance, la malgouvernance, dénoncer la malgouvernance, se battre contre le régime en place. C'est ça l'opposition. Vous ne pouvez pas être opposant et passer votre vie à vous battre contre ceux qui sont dans l'opposition. C'est pour ça que nous refusons toujours tout débat entre opposants. D'accord. Alors, on va regarder maintenant ce reportage-là sur l'adoption du décret en Conseil des ministres. Il s'en est toujours prévalu. Jean-Pierre Fabre peut enfin se frotter les mains depuis ce lundi 25 janvier 2016. Le Conseil des ministres qui s'est tenu à Accra vient d'adopter le décret d'application relatif au statut de l'opposition au Togo. La loi portant statut de l'opposition date du 13 juin 2013, mais n'avait jamais été appliquée en raison notamment de l'absence d'un décret. C'est désormais chose faite.
Et plus intéressant encore, le statut de chef de file de l'opposition est reconnu et sera accompagné d'avantages, notamment matériels et pécuniaires. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de file de l'opposition a rang de président d'institution conformément aux règles et protocoles d'État. Celui qui en a la qualité disposera d'une voiture de fonction avec chauffeur et garde du corps et d'un salaire mensuel conséquent. En clair, il sera désormais à la charge du contribuable en sa qualité de chef de file de l'opposition. Mais attention, cela n'est pas un acquis. Pour se prévaloir de tous ces avantages, le chef de file de l'opposition aura à respecter quelques obligations sur lesquelles le communiqué du Conseil des ministres a été très explicite. Au titre de ces obligations, le chef de file de l'opposition doit veiller, entre autres, à préserver l'intérêt supérieur de la nation dans le cadre de ses activités et de celles de l'opposition en général, à se conformer aux devoirs citoyens et républicains et participer aux manifestations publiques officielles auxquelles il est invité. En clair, les cérémonies de présentation de vœux au président de la République, les défilés à l'occasion de la célébration de l'indépendance, entre autres, devraient enregistrer la présence du chef de file de l'opposition. Et c'est là où le problème se poserait. Au Togo, une partie de l'opposition a habitué l'opinion au fait de bouder tout ce qui concerne le pouvoir. L'équation sera donc difficile à résoudre. Le chef de file de l'opposition se trouve être le leader du parti de l'opposition qui enregistre le plus grand nombre de députés à l'hémicycle. Dans le contexte togolais, c'est l'Alliance nationale pour le changement ANC qui se trouve être la première force d'opposition. Et son leader, Jean-Pierre Fabre, est de facto chef de file de l'opposition. Est-il possible de voir Jean-Pierre Fabre assister à la célébration de l'indépendance en sa qualité de chef de file de l'opposition? Ce serait une première et il faut attendre le 27 avril prochain pour avoir la réponse à cette énigme. Alors, Éric Dupuis, d'abord une réaction à ce reportage-là. Je voudrais dire que ce reportage n'est pas fidèle au décret. Le décret dit que le présent décret détermine les avantages et privilèges du chef de file de l'opposition pour la durée de la législature. Il a rang de président d'institution conformément aux règles de protocole d'État et dispose des avantages pécuniaires et matériels. Au titre de ses obligations, le chef de file de l'opposition doit veiller, entre autres, à préserver l'intérêt supérieur de la nation, etc. Donc, vous voyez bien que ce décret ne parle pas de véhicules de chauffeurs et autres. En tout cas, on dit qu'il a des avantages pécuniaires et matériels. Tout cela, il sera forcément... Mais quand on reprend l'article 26, 25 et 26 de la loi dit que le chef de file de l'article 25, le chef de file de l'opposition reconnu comme tel jouit en cette qualité des droits spécifiques reconnus par les lois et règlements pour toute la durée de la législature sous déclaration de retrait. Donc, il jouit de ces avantages en tant que chef de file de l'opposition. L'article 26 précise, dans le cadre des règles du protocole d'État, le chef de file de l'opposition a rang de président d'institution de la République. Il bénéficie des privilèges et ses avantages fixés par un décret en Conseil de ministres. Vous voyez que l'article 26 ne parle pas d'avantages pécuniaires. Logiquement, on s'imagine que ça en fera partie. Respectons les termes de la loi. Parce que quand on dit qu'il a rang de président d'institution, c'est qu'on voit à quel rang sont logés les présidents d'institution. Vous connaissez la loi qui régit les présidents d'institution. En tout cas, on voit à quel rang ils sont logés, on voit comment ils sont traités. Monsieur Miaoui, nous avons un tort au Togo, c'est d'aller toujours au-delà de ce que dit la loi. Respectons la loi. La loi dit qu'il bénéficie des privilèges et avantages fixé par un décret en Conseil de ministres. Donc, le Conseil de ministres doit sortir un décret qui fixe ses avantages et ses privilèges. Point. Il n'y a aucune conditionnalité là-dessus. Les conditions sont dans la loi, dans son article 22. Et ces conditions ne s'appliquent pas au chef de file de l'opposition particulièrement, mais s'applique à tous les présidents de partis politiques de l'opposition, à tous. Et bien sûr, il y a la défense des intérêts supérieurs de la nation, mais tout le reste, l'obligation de prendre part aux manifestations, ce n'est pas dedans.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le décret qui vient d'être pris lundi l'a clairement dit qu'il a des avantages, mais aussi des obligations, clairement. Et le décret a spécifié les obligations. Monsieur, un décret ministériel ne se substitue pas à la loi. C'est en violation de la loi. Normalement, ce décret doit rester conforme à la loi. C'est-à-dire que ce décret ne peut porter que sur les avantages et les privilèges. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il doit avoir des avantages sans obligation. Mais les obligations sont là dans l'article 22. Pourquoi vous voulez en créer d'autres? En fait, c'est ce qui a été créé comme obligation qui vous gêne, c'est ça? Non, mais monsieur... Le fait de demander, par exemple, que le chef... Puisque là, nous ne sommes pas encore en train de parler de Jean-Pierre Favre, nous parlons du chef de file de l'opposition. Je vous ai dit, pour commencer, que la loi est impersonnelle et de portée générale. Naturellement. Je dis que quand il y a une loi qui est votée, respectons l'esprit de la loi. Respectons la lettre de la loi. La loi est claire. Elle ne stipule aucune obligation particulière, aucune conditionnalité particulière au chef de file de l'opposition. La loi dit, dans son article 22, sans préjudice des fonctions de la loi portant charte des partis politiques, les partis politiques de l'opposition ont le devoir d'œuvrer notamment au respect de la Constitution, des lois, règlements, institutions de la République, à la défense des intérêts supérieurs de la nation, de l'intégrité territoriale de la nationale, de la forme républicaine de laïque, et ainsi de suite. Au renforcement et à la défense de l'unité nationale. Mais à aucun moment, il est écrit ici. Ça, c'est ce qui concerne toute l'opposition en général. Mais là, nous sommes en train de parler spécifiquement du chef de file. Il n'y a rien qui se dégage. Mais le chef de file de l'opposition, est quoi? Un chef d'un parti politique de l'opposition. Évidemment, mais c'est un peu comme le chef de l'opposition. Non, puisque son parti est le plus représentatif à l'Assemblée nationale. Mais on n'a jamais dit ça, parce que quand vous regardez, il faut bien lire. Je suis désolé, parce qu'on va perdre beaucoup de temps sur ça. Pourtant, il suffit de prendre connaissance de ce document pour comprendre l'esprit de la loi. Vous savez, Monsieur Dupuis, même si on comprend tout ce que vous dites, parce que l'article 22 cite clairement ce que l'opposition doit jouer comme rôle dans un État. Mais est-ce que vous ne comprenez pas, par exemple, dans l'esprit du décret qui a été pris lundi, que le chef de file de l'opposition est aussi un statut à part qui doit aussi avoir ses obligations? La loi ne l'a pas prévu. Pourquoi vous voulez transformer ce que la loi a dit? Vous voulez qu'on applique exactement au chef de file de l'opposition ce que la loi a prévu concernant l'opposition en général. Du coup, qu'est-ce qui le rend différent des autres? Dans ce cas-là, la loi aurait dû le prévoir. Un conseil de ministres ne peut pas se substituer au législateur. Essayons d'être démocrates, essayons d'être républicains un peu. Et essayons de respecter. Ce qui nuit, ce qui nous tue dans ce pays, c'est que personne ne respecte la loi. On essaye d'inventer des explications totalement alambiquées à la loi. L'article 15 dit « Les dirigeants des partis politiques de l'opposition sont reçus à leur demande ou à l'initiative des autorités par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, etc. » Mais ils ont des prérogatives aussi, tous sans exception. Le droit aux considérations protocolaires est reconnu à tous les dirigeants du parti politique de l'opposition dans l'article 16. Mais je ne sais pas de quoi on parle. Ça veut dire qu'en plus d'être chef de file de l'opposition, celui qui a ce titre-là, qui est aussi président d'un parti, a ses droits aussi. Bien sûr. Ça veut dire qu'il gagne doublement, en fait. Non. C'est-à-dire que... Il a déjà les avantages qu'ont tous les présidents de parti. Ils sont tous des présidents de parti. Et après, lui, il est maintenant... On le distingue un peu plus. Il est un peu comme le patron de l'opposition. Non, peut-être comme le porte-parole, tout simplement. La personne qu'on peut... interroger à un moment donné. Mais Monsieur Dupuis, est-ce que vous n'êtes pas là en train d'essayer de justifier le fait que, par exemple, au niveau de l'ANC, on a systématiquement boudé tout ce qui concerne les célébrations au niveau étatique, l'indépendance et tout, on a systématiquement boudé cela, et qu'aujourd'hui, on veut astreindre le président, le chef de file de l'opposition à venir, et vous trouvez des arguments pour justifier cela? Mais Monsieur Diaoui, vous n'avez pas l'impression de vouloir transformer complètement l'esprit de la loi portant statut de l'opposition? En tout cas, ce que dit le décret, moi je m'en tiens à cela. Le décret n'est pas une loi. Le décret ne remplace pas une loi. Le décret d'application d'une loi met en œuvre l'application de la loi. À aucun moment, le décret ne peut changer complètement le sens de la loi.
Mais vous venez de lire la loi et on voit qu'on n'a pas cité au niveau de l'article 22 le chef de file de l'opposition. On a parlé de l'opposition en général. Non, on parle de l'opposition. Quand on est vous savez que le chef de file de l'opposition, il doit quand même avoir des obligations. Non, il n'y a pas une loi spécifique au chef de file de l'opposition. C'est un article qui fait partie de la loi portant statut de l'opposition. En faire un président d'institution, à lui donner un rang de président d'institution, c'est déjà quelque chose de spécifique. Mais c'est la loi qui le dit. Oui. Personne. Et donc ça veut dire logiquement, c'est pas le décret, logiquement que des obligations supplémentaires doivent être ajoutées à cela. Pourquoi logiquement? Oui, parce qu'il a un statut spécifique. Ah bon? Donc à partir de ce moment-là, vous, M. Niaoui, vous inventez des obligations. Je n'ai jamais rien inventé. Nous sommes en train de traduire là le décret. Je conteste ce décret. Pourquoi? Mais parce que le droit, le pouvoir du Conseil des ministres n'est pas celui-là. Ce qui est dit dans la loi, il faut que le Conseil des ministres respecte cette loi. Mais je ne sais pas. L'article 26 dit il bénéficie des privilèges et ses avantages fixés par un décret en Conseil des ministres. Il ne dit pas que le Conseil des ministres va compléter la loi. Si cela avait été prévu dans la loi, je n'aurais rien à vous dire. Mais ce n'est pas prévu dans la loi. Mais en tout cas, là, on parle des avantages et privilèges fixés en Conseil des ministres. Bien sûr. Ça veut dire que c'est au Conseil de décider. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est ce qu'ils ont décidé, mais ils n'ont pas à conditionnaliser ces avantages et ces avantages. Parce que l'article 25 dit le chef de file de l'opposition, reconnu comme tel, jouit en cette qualité des droits spécifiques. Je vois que vous insistez beaucoup sur les droits dont il jouit, mais vous comprenez logiquement que lorsqu'on a des droits, il y a aussi des devoirs. Monsieur Niaoui, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Parce que c'est là, toutes les discussions qui sont faites ces derniers jours se portent là. Monsieur Niaoui, je ne suis pas venu ici pour polémiquer là-dessus. Il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Je pense que c'est la base de toute discussion normale. L'article 25 est clair. Je vous laisse le temps de le lire à tête reposée et de le comprendre. En tout cas, j'ai déjà lu ça. Je vous laisse lire l'article 26. Le chef de file de l'opposition reconnu comme tel, jouit en cette qualité des droits spécifiques reconnus par les lois et règlements. Point. Personne ne viendra donner à qui que ce soit des privilèges si vous n'êtes pas reconnu comme tel. Ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à un individu. Ce n'est pas de dire « Ah, si vous êtes sage, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas ». Ce n'est pas ça. Il n'y a aucune conditionnalité dedans. Il faut que tout le monde comprenne. J'entends des juristes, j'entends des avocats, j'entends des députés dire des choses totalement incongrues. Ces gens-là savent très bien que la loi, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Il suffit de l'appliquer. Maintenant, que la loi soit bonne ou mauvaise, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire saisir l'Assemblée nationale, faire une proposition de loi pour corriger ce qui, d'après eux, n'est pas correct. Mais celui qui bénéficie par la loi de ses privilèges n'est fautif de rien. En tout cas, on vous a entendu sur les radios, vous avez dit qu'on demande au chef de file de l'opposition de respecter certaines obligations, alors que le président de la République lui-même ne viole la Constitution, etc. Et du coup, on se demande, est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir justifier le fait que Jean-Pierre Fabre, qui aujourd'hui est le chef de file de l'opposition, ne soit pas présent quand on l'inviterait, par exemple? C'est vous qui l'avez nommé chef de file de l'opposition? C'est les populations togolaises, par leur suffrage, qui l'ont désigné comme chef de file de l'opposition. Et pour nous, ce n'est pas une finalité. Nous n'avons jamais travaillé, nous travaillons depuis plus de 20 ans, ce n'est pas pour finir chef de file de l'opposition. Il faut arrêter que ces histoires de privilèges, d'argent, omnibulent tellement les gens, que les gens perdent le sens des réalités. La loi, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais, qu'est-ce que nous allons en faire? J'aurais préféré, au lieu de ce débat futile, irresponsable, qu'on se dise, voilà la loi, elle est là. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas totalement bonne, elle n'est pas juste. Mais, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme profit pour la lutte que nous menons? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme profit pour réaliser l'alternance politique? Ah oui, j'aurais dit, nous sommes des responsables, nous sommes des gens sérieux. Vous savez, dans ce pays,
Maître Agboibo, au lendemain de la signature de l'APG, l'accord politique global, a été nommé Premier ministre. Mais on n'a pas eu ce tollé-là, on n'a pas eu ce tohu-bohu. Tout le monde a respecté. Pourtant, ce n'est pas le peuple qui l'a choisi. C'est le chef de l'État qui l'a choisi. Personne n'a critiqué cette situation. Aujourd'hui, comme d'autres, ils bénéficient des droits et avantages du statut de l'ancien Premier ministre. Qui est-ce qui critique cela? Soyons honnêtes. Soyons sérieux. Soyons responsables devant nos populations qui sont pressées de voir l'alternance politique se réaliser, qui en ont marre de vivre croupis dans la misère. Ce débat, moi, me dépasse. Mais il a le mérite de voir pourquoi l'unité ou l'union de l'opposition ne pourra jamais se réaliser. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Cette catégorie là-dessus, elle ne se réalisera jamais. Non, vu tout ce que j'ai entendu la semaine dernière, non. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions de la démocratie. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions de l'état de droit, du respect de la loi. Nous n'avons pas les mêmes perceptions de l'action politique. Est-ce que vous ne dites pas ça aujourd'hui parce que c'est vous? Non, je l'aurais dit dans d'autres circonstances. Pourquoi, quand c'était Maître Agboibo, nous n'avons pas fait toutes les radios et télévisions pour l'insulter? Parce que nous sommes des gens responsables. Et donc, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est qu'on vous respecte également cela. Qu'on nous respecte et qu'on respecte la loi. Oui, mais ce que les gens disent clairement, c'est que... Ce ne sont pas des gens qui disent. Ce sont certains chefs de parti qui disent. Mais la loi, elle est déjà faite. Mais je ne sais pas si vous avez écouté Radio Victoire la dernière fois. Il y a 12 personnes qui ont appelé. De tous bords. Les citoyens togolais ont réagi. Ils en ont marre de ces débats inutiles, de ces débats futiles, d'attaques personnelles. Et ils demandent aux partis politiques de descendre sur le terrain à travers des meetings, de s'expliquer aux gens, au lieu de passer leur temps à s'invectiver sur les chaînes de radio. En tout cas, nous, dans les médias, nous réagissons naturellement sur les critiques que les uns et les autres se font au niveau de l'opposition. Autre critique, Éric Dupuis, c'est qu'il y en a qui estiment que ce n'est pas Jean-Pierre Fabre qui doit bénéficier de ce statut, mais bien Maître Zeus Ajavon, parce que en 2013, vous êtes allé aux législatives sous la bannière du CST. Je m'inscris en faux en ce qui concerne certains. Une personne aurait sorti cela. Mais moi, je considère que c'est une ineptie parce que j'ai des bandes sonores de cette personne lors d'autres meetings du CST qui avaient des propos seulement en décembre 2013, totalement contraires à cela. Mais ceci doit m'amener à vous lire. Vous savez, j'ai le texte sous la main et j'aimerais que toute la population togolaise connaisse ce texte-là. L'article 24 dit « Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l'opposition au sens de l'article 2 ci-dessus, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. » Il n'a pas parlé de regroupement de partis. Or, dans tout le texte, on parle de partis politiques et de regroupement de partis politiques. Là, l'article spécifie le chef du parti politique appartenant à l'opposition. Respectons la loi. Mais pour argumenter, ils disent que actuellement les députés de l'ANC qui sont à l'Assemblée nationale n'ont pas bénéficié que des voix des militants de l'ANC, qu'il y a eu d'autres militants parce que c'était un regroupement à l'époque qui comptait un certain nombre de partis où les gens ont apporté leur voix pour élire ceux qui répondent aujourd'hui au nom de l'ANC à l'Assemblée nationale. Nami, avec toute l'amitié que je vous porte, ne me faites pas perdre du temps à répondre à ça. En tout cas, c'est ce que les gens disaient. Moi, j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. Ce ne sont pas des gens, c'est un individu. Ils sont au moins deux responsables de partis politiques qui l'ont dit. Je dis... Et pas des moindres, hein, en tout cas. Okay. Le second a été quelqu'un de très important et très influent dans ce pays qui fait également cette analyse-là. Oui, bon. Et quand on voit bien d'où ces deux-là sortent, qu'est-ce que vous voulez dire? Le chemin est vite tracé. On ne se dit pas de l'opposition du jour au lendemain. Quand on a vécu pendant toute sa vie, qu'on a été allaité au lait de la dictature,
on ne devient pas facilement démocrate. C'est comme ça que vous répondez. Tout à fait. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de justification possible. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à me justifier. C'est trop bas. C'est trop petit. Respectons nos populations qui sont en train de souffrir. Battons-nous pour les délivrer, pour les sortir de cette misère noire. C'est toute mon ambition. Mais passer mon temps à répondre, non, excusez-moi, j'ai trop de respect pour la politique, j'ai trop de respect pour les responsables politiques sérieux pour pouvoir perdre mon temps à essayer de... Non. Je ne le ferai pas. Jean-Pierre Fabre, lui, dans sa réponse, a dit qu'il mettra ce nouveau statut au service de la lutte. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut dire Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au lieu de sauter comme des moutons de panurge sur cette loi, essayer de s'attaquer à celui qui a hérité de ce statut, je pense qu'on aurait pu, dans l'opposition, la vraie opposition démocratique, réfléchir à comment utiliser quelques points de cette loi portant statut de l'opposition pour rebondir et en faire quelque chose de positif dans l'intérêt de la lutte que nous menons. Vous savez, quand vous êtes sur un chemin et que vous êtes en difficulté, vous avez l'eau qui est là, vous allez tomber dedans, et vous ne savez pas nager, vous devez réfléchir rapidement pour savoir comment est-ce que vous pouvez profiter de la situation pour renverser la situation à votre faveur. C'est ça, la politique, c'est ça la vie. Mais quand vous êtes là, à critiquer, sans aucune proposition, à être négationniste, à ne pas s'occuper de la réalité de la situation économique de nos populations, c'est malsain. Nous, à l'ANC, et Jean-Pierre Fabre l'a dit, nous allons voir comment saisir ce statut dans l'intérêt de la lutte que nous menons. Oui, mais là, justement, sur cette phrase-là, qu'est-ce qui va être fait de différent? Parce qu'on sait que depuis 2013, que l'ANC est arrivé en avance, en tout cas dans les partis d'opposition. Jean-Pierre Fabre s'est toujours clamé chef de file de l'opposition. À ce titre, il a rencontré le chef de l'État, il a écrit des lettres au chef de l'État, il a fait des démarches. Qu'est-ce qui va être fait de nouveau aujourd'hui? Là, vous me surprenez en soulevant, en rappelant ces lettres et ces actions qu'il a menées en tant que chef de file de l'opposition. Mais à l'époque, ça n'avait pas soulevé de réprobation autant que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de problème d'intérêt pécuniaire ou matériel. Vous voyez comment on est bas dans ce pays. Vous voyez la bassesse jusqu'où on peut aller dans la médiocrité. C'est ça qui m'exaspère. Il a fait parce qu'il a une ambition. Cette ambition, c'est de contribuer à l'alternance politique dans ce pays. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire de nouveau aujourd'hui? Aujourd'hui, il est en train de travailler, il est en train de réfléchir avec son conseiller, avec son équipe, pour voir comment il pourra se servir de ça pour obtenir, dans un délai normal, dans un délai rapide, par exemple, les réformes politiques. Oui, mais nous ne voyons pas un peu trop, enfin du moins moi je ne vois pas un peu trop la différence. Il a toujours fait en cette qualité-là. Où est la différence aujourd'hui qu'un décret est sorti? Mais vous savez, aujourd'hui que le décret est sorti, ça lui ouvre peut-être plus facilement d'autres portes à l'extérieur. Ça lui ouvre peut-être d'autres potentialités. C'est à nous d'explorer ces potentialités seulement. Nous ne voyons pas le côté matériel. Mais c'est important aussi. Non, nous ne voyons pas le côté matériel. Nous voyons le côté politique. Que nous pourrons. Vous savez, la loi portant statut de l'opposition, et notamment la notion même du chef de file de l'opposition, n'est pas une invention togolaise. Oui, ça existe dans beaucoup de pays. Ça existe en Afrique de l'Ouest depuis 2001. Hein, ça vient des pays anglo-saxons. Et ça a été fait dans l'esprit des anglo-saxons pour favoriser la transition entre une dictature
et la démocratie. En Angleterre, ça se fait tellement bien même que le chef de file de l'opposition a un cabinet qu'ils appellent Tout à le fait. shadow cabinet, Tout qui à fait. réfléchit Et également, etc. même en France aujourd'hui, la dernière fois j'écoutais une chaîne française où, en parlant de M. Sarkozy, on parle du chef de file de l'opposition. Et je vais vous dire, M. Sarkozy est chef de file de l'opposition. Il a été invité plusieurs reprises à aller au 14 juillet. Il a toujours refusé, sauf l'année dernière où il a dénié y aller. Et ça n'a pas créé un scandale en France. Parce que ce n'est pas dans la loi. Et quand il fallait y aller, il est allé. Moi, je trouve que... Et ça n'a choqué personne aussi, ça il n'a faut le dire. ça n'a choqué personne. Donc Mais- aujourd'hui, mais- avoir Jean-Pierre Fabre au 27 avril ne choquerait personne. Mais c'est lui qui décidera. Ce n'est pas un Oui, mais logiquement, il recevra une invitation. mais ce n'est pas parce qu'il reçoit une invitation qu'il va y aller. Vous m'invitez, si je n'ai pas envie d'y aller, je n'irai pas. C'est tout à fait. Oui, Ça, mais c'est la liberté. Oui, là, vous avez parlé de Sarkozy. On l'invite, il ne vient pas. Mais s'il décide de venir, ça ne choque personne. Donc, le Bien cas sûr. togolais également ne choquerait C'est personne. pas- mais Jean-Pierre n'a jamais dit qu'il n'ira jamais. Jean-Pierre a dit, faisons d'abord les réformes, fixons une date pour les locales et on fera l'effort. C'est ce qu'il a dit. Donc je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. C'est moi qui ai dit qu'il faut que le chef de l'État respecte la loi. Et d'ailleurs, même dans le texte de loi, là, il a des obligations de rencontrer au moins une fois par an l'opposition. Il ne l'a jamais fait depuis 2013. Vous allez me dire que le décret n'était pas encore signé. Parce que ce décret-là, ce n'est pas seulement le chef de file de l'opposition, c'est le statut portant, la loi portant le statut de l'opposition. C'est un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a le chef de file de l'opposition. Il y a beaucoup de choses dans la loi qui sont bonnes comme mauvaises. Hein. Et on peut voir dans quelle mesure se servir, ne serait-ce que d'un article ou deux, pour amener le régime en place à faire ne serait-ce que les réformes. Alors, on sait que en parlant des réformes, le chef de file de l'opposition, en tout cas nous au niveau des médias, on n'a jamais contesté ce titre-là. Jean-Pierre Fabre a écrit le 13 janvier dernier au président de la République pour lui rappeler encore ses obligations sur les réformes. Et pour lui, c'est un canal, parce qu'il savait beaucoup de lettres qu'il s'échange déjà. C'est un canal, c'est le seul, à part les rencontres. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens à explorer? Il y a d'autres moyens qu'il explore. Je ne vais pas vous étaler cela ici. Je peux vous dire qu'il utilise les canaux diplomatiques également. Vous savez qu'il voyage beaucoup en Europe et en Afrique. Donc, il travaille beaucoup. Et chaque fois qu'il rencontre des interlocuteurs étrangers, c'est pour leur parler de la situation politique au Togo, notamment les blocages en ce qui concerne les réformes ainsi que les locales. Et il y a d'autres choses que nous ne pourrons pas évoquer ici. Mais, vous savez, la dernière lettre qu'il a envoyée, il date de 13 janvier. Personne n'a hurlé comme on hurle aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de problème dessous. Et Fonia Sibé n'a pas répondu à cette lettre-là. Et vous devez comprendre, j'ai entendu sur les radios, on a parlé de piège. Oui, ce décret est un piège, parce que Fonia Sibé n'a pas voulu répondre aux préoccupations que Jean-Pierre Fabre a soulevées dans sa lettre. Et il a jeté en pâture ce décret pour que toute l'attention soit focalisée sur le problème du chef de file de l'opposition et plus spécifiquement sur la personnalité de Jean-Pierre Fabre elle-même. Ainsi, il se défausse de la réalité soulevée dans cette lettre-là. Nous sommes en politique. Et immédiatement, il a le droit. Il a le droit. Mais vous savez, quand il y a un piège, vous n'êtes pas obligé d'y tomber. Mais malheureusement, nos amis de ce qu'on appelle l'opposition togolaise sont tombés dedans comme des moutons de panurge. C'est dommage. En tout cas, dans la lettre, il y a eu un point qui a fait tiquer beaucoup d'analystes et même dans les médias. C'est cette partie où Jean-Pierre Fabre dit « Le refus de mettre en œuvre les réformes politiques et électorales constitue la cause majeure du manque d'équité et de transparence des élections, notamment la présidentielle d'avril 2015, dont les populations ECAP 2015 ne reconnaissent pas les résultats. » Cette phrase qu'il a écrite, pour beaucoup, semble dire que Jean-Pierre Fabre confirme ce qu'on lui avait dit avant qu'il aille à cette élection, à savoir, s'il n'y avait pas les réformes, ça ne servait à rien. Finalement, c'est ce qu'il dit ici. Non, il ne dit pas ça. Il dit pas ça. Si, il dit que le refus de mettre en œuvre ces réformes constitue la cause majeure du manque d'équité et de transparence des élections. D'accord. Et qu'à partir de ce moment-là, il ne reconnaît pas
les résultats de l'élection. Mais il est allé. Clair. S'il dit après Il qu'il refuse de mettre ses réformes en œuvre, vous croyez que alors le que boycott d'avance, on lui avait dit que si vous les croyez que réformes le n'avaient pas boycott été est une faites, solution? si les réformes n'avaient pas été faites, cette élection ne serait pas transparente, il manquerait d'équité. Il est allé quand même, sachant que c'était comme ça. Vous pensez que le boycott est une solution? Si on avait boycotté les législatives en 2013, est-ce qu'on serait aujourd'hui en train de parler de chef de file de l'opposition? Ce serait peut-être quelqu'un d'autre. Soyons sérieux. Oui, mais on n'a pas forcément besoin que ce soit Jean-Pierre Fabre. Mais c'est celui qui se bat sur le terrain, c'est celui que le peuple a choisi. C'est pas vous qui avez choisi Jean-Pierre Fabre. Je ne sais même pas si vous avez voté pour lui. Soyons honnêtes. Oui, mais vous dites que ce serait quelqu'un d'autre, comme bien si sûr, le fait que ce soit Jean-Pierre Fabre est une nouvelle extraordinaire pour les gens, mais on n'a pas forcément besoin que ce soit Jean-Pierre Fabre, ça pouvait être un autre de l'opposition. Monsieur Niaoui, je ne fais pas de la politique pour vos beaux yeux. Je fais de la politique pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Bien sûr. Ce n'est pas pour vos beaux yeux que je fais de la politique. Oui, mais vous pensez que c'est Jean-Pierre Fabre qui est celui qui porte le mieux l'idéal des gens? C'est celui qui travaille. Il y a beaucoup d'autres dans l'opposition qui travaillent également. À ma connaissance, c'est celui qui travaille. Oui, mais même si ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, un autre ferait la même chose. Je dis. C'est pas tant la personne de Jean-Pierre Fabre qui est important aujourd'hui. Mais c'est celui que le peuple... Pourquoi vous voulez... Mais la démocratie, c'est ce que le peuple veut. C'est ce que le peuple a décidé. C'est tout. Respectons la volonté du peuple. Oui, mais là, moi, je suis en train d'attirer votre attention sur quelque chose qu'il a écrit et qui confirme. C'est vous qui l'interprétez comme ça. C'est vous qui l'interprétez comme ça. Non, en tout cas, c'est les mots qu'il a utilisés. Je dis, c'est vous qui l'interprétez comme ça. Oui, mais les mots là sont très clairs. Le refus de vous voulez qu'on fasse une analyse grammaticale, une analyse politique et électorale constitue la cause majeure du manque d'équité et de transparence des élections. La cause majeure, c'est tout. Ça veut dire c'est ce qu'on lui avait dit avant qu'il n'aille à ces élections. Qui a dit et quand ça? on sait qu'il a dit, beaucoup de personnes ont critiqué la participation de l'opposition à cette élection, notamment on lui a dit que si vous y allez alors que les réformes n'ont pas été faites, ça ne sert à rien, et il confirme. Quelques mois après. Qui sont ces on-là? Jean-Pierre Fabre aurait décidé de ne pas y aller, ces on-là se seraient présentés. Voilà, les Togolais on les connaît, on les a entendus aujourd'hui, on sait ce qu'ils valent. Ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Hein? Tous ces gens-là n'ont qu'une seule ambition. Eux, leur ventre, c'est tout. Éric Dupuis, merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle également d'autres sujets qui se sont passés au plan interne cette semaine, notamment la situation sur le campus universitaire de Lomé. J'ai consulté un peu votre site web, le site web de l'ANC. J'ai vu qu'il y a eu des réactions. Ça veut dire que vous avez suivi de très près cette situation-là. Nous avons suivi de très près cette situation-là. Nous en avons débattu au Bureau national, puis au comité politique. Donc, même le groupe parlementaire ANC s'est réuni et est en train de réfléchir à ce sujet. Je pense qu'à leur niveau, au niveau du groupe parlementaire, des initiatives pertinentes seront prises, sinon sont prises. En ce qui concerne le Bureau national, en date du 22 janvier, il y a une déclaration en soutien aux revendications légitimes des étudiants a été publiée. Donc, nous demandons au gouvernement d'éviter la force, d'éviter le viol du campus parce qu'il y a une franchise quand même qu'il faut respecter par les forces de l'ordre. Et le dialogue, l'écoute aurait pu régler tous ces problèmes-là. Ça fait des années que les étudiants réclament des meilleures conditions de travail. Je ne sais pas, vous êtes jeune, vous êtes sorti certainement de cette université il n'y a pas très longtemps. Moi, je n'ai pas eu le plaisir d'aller à cette université puisque à l'époque... il y en avait pas. En tout cas, personnellement, je n'ai pas duré là-bas. Je suis parti dans une école me faire former. Mais quand vous voyez l'état de l'université aujourd'hui, l'état des amphithéâtres, je pense qu'il urge qu'une réponse importante, une réponse sérieuse soit donnée à cela. Vous savez, lors du vote du budget, nos députés nous ont rapporté, notamment le vice-président de la commission des finances nous a rapporté
beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur, avec un budget qui est à notre avis très faible, malgré les besoins énormes des universités, de la formation. Nous avons appris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes, des jeunes compatriotes, qui sont en train de préparer leur licence depuis plus de 6 ans. Ce qui est totalement intolérable. Qu'est-ce que nous voulons faire? Parce que le LMD est mal appliqué. Elle est mal appliquée. Elle a été appliquée dans la précipitation, sans contrôle. On est en train de perdre la vie de notre jeunesse, de faire perdre du temps à notre jeunesse. C'est impardonnable. Et ça, pour certains, c'est fait à dessein pour retarder les gens. c'est ce que j'allais vous dire. C'est fait à dessein pour retarder les gens parce que nous n'avons pas de statistiques sérieuses pour prévoir des emplois pour résorber les étudiants diplômés. C'est une fuite en avant, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Dans les mêmes ordres d'idées, le ministre de la Santé aurait déclaré devant la représentation nationale qu'au Togo, nous n'avons pas un système de santé. Après 50 années d'indépendance, près de 60 années d'indépendance, qu'un ministre vient nous dire nous n'avons pas de système de santé. Ce n'est pas faux. Mais je ne l'accuse pas. Il a eu le courage et le mérite de le dire. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 60 ans de ce pays? Qu'il n'y a pas de système de santé. Aujourd'hui, il envisage de contractualiser la médecine dans les hôpitaux. Mais c'est peut-être une bonne idée. Mais est-ce que cela ne va pas se traduire par l'augmentation du coût des soins pour nos populations? Sachant que ce qu'on a déjà, les gens ont du mal à s'offrir. Je vous citais tout à l'heure l'article de RFI. Une grande majorité des populations togolaises ne vont plus dans les hôpitaux ni dans les centres de soins, faute de moyens financiers. Mais c'est grave. C'est très grave. Ces affaires-là nous préoccupent plus que les avantages pécuniaires quelconques. À quoi ça servirait que Jean-Pierre Fabre touche 1 million par mois quand il sait que cela se passe dans son pays? Lui, il œuvre pour que cela change. Il voudrait que, par son travail, par son sacrifice, ces problèmes soient réglés. Qu'on forme des étudiants pour que demain, ces étudiants prennent la relève, soient les futurs cadres de ce pays. Mais ils ne sont pas là. Vous savez, un étudiant, un jeune qui a son bac à 18 ans ou 16 ans, qui rentre à l'université, qui passe 6 ans pour avoir une licence. Pour avoir une licence. À quel âge il va sortir de l'université et embrasser une carrière pour prendre sa retraite? C'est du n'importe quoi. C'est dramatique, c'est dangereux. Je pense que ce que nous disent nos étudiants, personne ne doit être insensible à cela. Personne. Et j'invite M. Fogna Sibé à tendre oreille à ce que ces jeunes lui disent. C'est très grave. On ne peut pas diriger un pays toujours avec des fuites en avant. Vous savez, je parlais des statistiques tout à l'heure. Le Togo n'a pas de système de statistiques. On fait le budget à la cuillère de confiture. On fait les choses sans aucune visibilité à long ou à moyen terme. Les entreprises sérieuses ont des services de statistiques qui permettent d'analyser la situation, qui permettent de prévoir les réactions face à telle ou telle situation. Nous n'avons pas de structure de statistiques. Nous ne savons pas combien d'emplois de disponibles nous avons. Nous ne savons pas combien de salariés nous avons. Nous ne savons pas combien d'étudiants sortent des universités chaque année. Sur le plan économique, la gestion budgétaire, nous ne la maîtrisons pas. C'est l'opacité totale. Voilà. La gestion de la dette, éclatée entre plusieurs ministères. On ne sait pas qui fait quoi. On n'a pas l'appréciation réelle de l'endettement global de notre pays. Et vous appelez ça une bonne gouvernance? Nos populations n'ont pas d'eau à boire, n'ont pas d'électricité. Après 60 ans d'indépendance. Et on s'amuse à parler d'avantages pécuniaires d'un pseudo chef de file de l'opposition.
Éric Dupuis, je voudrais que vous réagissiez au dernier sujet de cette émission. C'est le rapport 2015 de l'ONG américaine Transparency International qui vient d'être rendu et le Togo gagne quand même 19 places, passant de la 126e place à la 107e place en ce qui concerne, il faut le dire, la lutte contre la corruption. Vous saluez ce rapport? Non. Non. Moi, j'aurais préféré qu'on nous situe dans les 20 ou 30 meilleurs mondiaux, parce que le Togo est un petit pays. Si on nous parle d'un pays comme le Nigeria, un pays vaste, de plusieurs centaines de millions d'habitants, 160 millions d'habitants, et qu'on n'arrive pas à régler le problème de la corruption, je peux comprendre. Mais un petit pays comme le nôtre, 55 000 km², à peine 7 millions d'habitants, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique pour réduire cela. Il y a très longtemps que le chef de l'État avait déclaré qu'une petite minorité s'accapare les richesses de notre pays. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'alors? Rien. Je ne m'en réjouis pas. Je suis triste qu'on en soit encore là. Pourtant, ce n'est pas difficile dans un pays comme le nôtre. Nous avons au Togo des fonctionnaires qui roulent sous de l'or. Or, nous connaissons le salaire moyen d'un fonctionnaire, même d'un haut fonctionnaire. Ils ont 1, 2, 3 maisons. Ils ont des palais. Ils sont parfois milliardaires. Par quel miracle? Tout le monde le voit, personne ne dit rien. Mais est-ce que petitement, des choses ne se font pas? Trop petitement peut-être. La dernière fois, j'entendais parler de la taxe foncière proposée par l'OTR. La décentralisation n'est pas encore là, mais on met en place les impôts locaux. Or, les impôts locaux doivent aller vers les collectivités locales. Elles ne sont pas encore créées. Je pense que d'abord, il y a un besoin d'explication de la part de l'OTR ou de la part du gouvernement vers les populations pour expliquer l'objet de ces impôts nouveaux et fixer une date pour les élections locales. Les populations le comprendraient. Mais quand vous voyez l'assiette de ces impôts, mais on marche sur la tête. Vous voyez une ou deux chambres, 4 000 francs par an d'imposition pour des gens qui ont du mal à vivre. Hein, on dit ceux qui sont dans les concessions. Mais pendant ce temps-là, on dit que quelqu'un qui est dans une villa, il va payer 20 000. Mais il y a villa et villa. Celui qui a une petite villa, qui n'a même pas de WC, qui n'a même pas d'eau, va payer 20 000. Mais par contre, celui qui a la grande villa avec piscine, ne paiera aussi 20 000. On dit que quelqu'un qui a une maison à étage, un niveau, il va payer 40 000. Et s'il a un terrain de plus de 660 mètres carrés, il va payer 100 000. Mais allez autour de Lomé, vous allez voir des maisons aux surfaces au sol immenses. Ils vont payer 40 000. Ils ont 4 fois, 5 fois, 6 fois les 600 mètres, les 660 mètres carrés. Ils paieront 100 000 comme les autres. Voilà une pression fiscale qui s'appuie sur les plus pauvres. Et c'est dommage. Moi, j'aurais préféré que dans un premier temps, la valeur locative des biens soit calculée. Nous ne sommes pas contre l'impôt. Et les impôts locaux, notamment la taxe sur l'habitation, nous ne sommes pas contre. Mais il aurait fallu définir cette assiette-là. Savoir ce que c'est que la valeur locative d'un bien. Et commencer d'abord à l'appliquer aux plus riches, aux barons de la République. Ceux qui ont l'argent, ceux qui se sont enrichis, ou ceux qui ont travaillé honnêtement pour avoir une certaine fortune. En tout cas, les plus riches doivent payer plus. Ils ont, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui payent le plus. Ce sont ceux qui sont dans les petites courettes, ceux qui sont dans les concessions, qui subissent la pression fiscale. Ce n'est pas juste. C'est intolérable, c'est inadmissible. Nous n'accepterons jamais cela. Il aurait fallu que l'OTR commence une imposition dégressive. On demande d'abord une solidarité aux plus riches et petit à petit, on essaie de généraliser vers tout le monde. C'est ce que nous demandons. Vous voyez, nous touchons à toutes les réalités de la nation togolaise. Ce sont nos préoccupations. Éric Dupuis, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la première fois qu'on se rencontre cette année, mais sans doute qu'il y en aura d'autres. Et surtout avec le président où nous prévoyons une émission dans les prochaines semaines.
Dans les prochaines semaines, je ne sais pas, parce qu'actuellement son emploi du temps est très, très chargé, mais je vous promets que dès qu'il sera disponible, je vous ferai signe, et vous savez que c'est toujours avec grand plaisir qu'il vient s'exprimer sur vos antennes. En tout cas, nous avons très très envie de les réécouter. Merci. Je rappelle que vous êtes le conseiller du président de l'ANC, secrétaire national à la communication. C'est la fin de cette première partie. Je vous retrouve tout de suite après pour la seconde partie.